sous la canopée. Des mitrailleuses crépitent. Les troupes progressent dans la jungle, tandis que des F-18 foncent vers le sud depuis les porte-avions et que des parachutistes atterrissent dans 5 villes. L'Amérique latine est assiégée. Le monde retient son souffle. Les États-Unis peuvent-ils vraiment réussir ce pari? Vous croyez connaître la fin? Détrompez-vous. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous examinons ce qui arriverait si les États-Unis cherchaient à contrôler l'Amérique latine. Un peu plus de 10 000 tonnes longues de puissance de projection américaine flottante se trouvent à 200 miles au large des côtes du Venezuela. L'United States Ship Gerald R. Ford opère là-bas depuis des mois, depuis que les États-Unis ont lancé leur première guerre officielle contre les cartels. Son pont est organisé, le chaos attend, puis l'ordre est donné. Dans un bunker sous Doral, Floride, le commandant du SOUTHCOM américain ordonne « Exécuter ». Ce signal part vers Fort Meade, où des experts en cybersécurité activent des logiciels malveillants, placés il y a des années dans les réseaux électriques d'Amérique latine. En 3 minutes, des capitales comme São Paulo, Mexico, Buenos Aires, Bogota et Lima sombrent dans le noir. La circulation s'arrête, les hôpitaux vacillent, les trains restent bloqués dans les tunnels. Les États-Unis ont prouvé le concept avec Stuxnet en 2010, c'était chirurgical. Ici c'est continental. À 04h15, une seconde frappe survient. L'espace, le Global Positioning System, l'horloge invisible qui régit la vie moderne, les réseaux électriques, les réseaux financiers et les antennes relais, tout s'effondre avec lui. Retirez-le, et l'infrastructure s'autodétruit en quelques minutes. C'est l'arme secrète que les démocraties modernes espéraient ne jamais avoir à utiliser. 15 minutes plus tard, la guerre visible commence. Sur l'United States Ship Gerald R. Ford, des FA-18 Super Hornet décollent toutes les 90 secondes, avec 4 munitions à guidage de précision de 900 kg pour 47 cibles. 47 sites de défense aérienne, construits en plusieurs décennies, tous détruits avant l'aube. Tout ce qu'il reste, ce sont des cratères fumants. Le réseau radar Sabre M60 du Brésil, conçu avec Embraer et l'armée brésilienne, est d'abord touché. Peut suivre 40 cibles en même temps, grâce à un système de défense anti-aérienne basse altitude. Les installations se sont soudainement arrêtées. Leurs antennes, détruites par des munitions de précision à Mach 2, rendent les S-300 russes du Venezuela encore plus vulnérables. Ces batteries coûtent à 500 millions de dollars chacune. Elles sont anéanties avant que les opérateurs puissent même faire pivoter leurs lanceurs. À 4h45, 16 000 parachutistes américains de la 82e division aéroportée américaine approchent de leur zone de largage. Partis de Fort Bragg, en Caroline du Nord, leur C-17 Globemaster fonce vers le sud à 800 km/h, visant Mexico, Bogota, Lima, Brasilia et Buenos Aires. Leur mission est aussi vaste que l'opération Varsity, dernier saut aéroporté allié au-dessus du Rhin, en mars 1945. Ce largage avait été un succès. Cette fois, les Américains sont moins confiants. Rien que cette ampleur donne le vertige. Mexico, ville de 9 millions d'habitants, va accueillir 3000 parachutistes américains dans son quartier gouvernemental. C'est pareil pour les capitales de la Colombie, du Pérou, du Brésil et de l'Argentine. C'est comme 5 fois la Normandie. Tout se passe en même temps dans des villes remplies de civils et de policiers armés. Le déploiement maximal de toute la guerre d'Irak était de 170 000 soldats pour contrôler un pays de la taille de la Californie. L'Amérique latine fait presque 8 millions de miles carrés, avec 650 millions d'habitants. Mais personne ne pense encore au calcul d'occupation. Actuellement, il s'agit d'agir vite, de frapper fort avant toute résistance organisée. Les parachutistes ne sautent pas seuls. 15 minutes après, les Marines américains débarquent sur les 2 côtes en même temps. La première division de Marines de Camp Pendleton attaque les ports du Pacifique. Acapulco, Buenaventura, Callao. La deuxième division de Marines de Camp Lejeune contrôle l'Atlantique. Veracruz, Carthagène, Santos. Les navires d'assaut amphibies débarquent des véhicules d'assaut amphibies, 7 sur les plages, tandis que les hélicoptères AH-1Z Viper assurent la couverture. Ils s'étaient entraînés pour des sauts d'île en île dans le Pacifique. L'ordre était différent. Ces ports commerciaux gèrent des milliards de dollars de commerce par an. Tous les porte-conteneurs, dockers et ouvriers portuaires sont désormais en zone de combat. Il faudra beaucoup d'habileté pour naviguer dans ce champ de mines. Heureusement, les forces spéciales américaines n'ont pas attendu leur hache. Ils sont dans le pays depuis des semaines. Bérets verts, Navy Seals, Delta Force, tous présents. Ils sont censés laisser les installations militaires aux Marines, qui sont, disons, plus remplaçables. Leurs cibles sont des généraux, des chefs du renseignement et des ministres.
Les personnes pouvant coordonner la résistance sont surveillées depuis des mois et leurs dossiers transmis aux unités d'attaque. Des équipes sont en train de se rapprocher de leur domicile, de leur trajet quotidien, de leur bureau. À Caracas, 3C, Air, and Land pénètrent dans un complexe où se trouve le directeur du renseignement militaire vénézuélien. À Mexico, des opérateurs Delta attaquant la maison du secrétaire à la défense. À Brasilia, les bérets verts éliminent le chef d'état-major des forces armées brésiliennes. Des raids simultanés dans 2 douzaines de villes. C'est le raid contre Ben Laden, mais sous stéroïdes, 90 minutes après le début de l'invasion. Alors que l'Amérique latine peine encore à rétablir le courant, 5 bombardiers B-2 Spirit de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri atteignent leur cible. Chacun transporte 16 bombes Jean-Munitions à guidage de précision de 2000 livres, totalisant 96 000 livres d'explosifs de précision. Ils frappent les centres de communication, quartiers généraux et points clés du transport. Comme le B-2 est presque indétectable au radar, quand l'Amérique latine le remarque, les bombes tombent déjà. Les chaînes télévision, tours radio et infrastructures internet brûlent toutes. Les ponts, centres ferroviaires, échangeurs d'autoroutes et autres sont hors service. Une 3e vague vise dépôts de munitions, stocks de carburant et complexes de maintenance. Chaque pièce imbriquée du puzzle est conçue pour compléter les autres. À 6 heures, la phase d'ouverture de l'invasion la plus audacieuse du monde est achevée. 19 pays sans électricité, Global Positioning System presque brouillé, défense aérienne détruite. 5 capitales accueillent des troupes étrangères dans leurs quartiers gouvernementaux. Les principaux chefs militaires et politiques sont morts ou disparus. Le soleil se lève sur l'Atlantique. La superpuissance américaine fonctionne à plein régime. Voilà à quoi ressemblent 885 milliards de dollars de dépenses annuelles de défense lorsqu'ils sont déployés sans aucune retenue. Stratégie du choc et de l'effroi, perfectionnée en 3 décennies de guerre post-tempête du désert. C'est aussi la partie facile, car en ce moment, 360 000 soldats brésiliens mobilisent les 293 000 soldats colombiens, aguerris au combat. Des vétérans de 50 ans de lutte contre les forces armées révolutionnaires de Colombie dans les jungles montagneuses défendent le territoire. L'armée mexicaine n'est pas en reste non plus, et elle se déploie le long du Rio Grande. Si vous pensiez que l'une de ces forces allait simplement se rendre parce que les lumières se sont éteintes, vous vous trompez. Mais ils ne sont pas les seuls à inquiéter les planificateurs du Pentagone, car les cartels s'activent aussi. À 6h30, le centre de commandement militaire du Brésil à Brasilia est en plein chaos. La moitié des généraux sont morts ou portés disparus. L'autre moitié tente de mobiliser des centaines de milliers de soldats sans électricité, Global Positioning System, ni réseau de communication. Pourtant, le Brésil se prépare à la guerre asymétrique depuis les années 1960. Ils n'ont pas vraiment besoin de satellites pour se battre, une réalité qui a échappé aux planificateurs américains jusqu'à présent. Les commandants reviennent à la radio, aux coursiers à moto, aux messagers. En 2 heures, une image plus complète se dessine. L'impensable se produit et 3 brigades de cavalerie mécanisée se dirigent vers São Paulo. C'est lent, c'est analogique, mais ça avance. La Colombie, eh bien, c'est pire. Leur armée a passé 52 ans à combattre les forces armées révolutionnaires de Colombie, dans la jungle, où on ne voit pas à 15 mètres devant soi. Les troupes ont presque maîtrisé l'embuscade et la guérilla face à un ennemi connaissant chaque sentier, grotte et voie d'évasion. Ils ont perdu, ou plutôt, ils ont combattu jusqu'à une impasse sanglante, interrompue seulement par l'épuisement des 2 camps. Ils affrontent désormais les forces américaines, dotées du meilleur équipement et d'un soutien aérien, sur ce même terrain. Avec plus de 40 000 hommes, l'armée mexicaine fait face à un problème unique. Leur ennemi est aussi leur voisin. Aucun océan ne sépare de la logistique américaine, mais aucun n'isole non plus les villes américaines. Monterrey se trouve à 300 miles de San Antonio, et Ciudad Juárez est de l'autre côté du fleuve par rapport à El Paso. En quelques heures, des unités d'artillerie mexicaines s'installent à la frontière, conscientes qu'elles risquent leur vie pour attaquer les lignes d'approvisionnement américaines. À Mexico, 3000 parachutistes américains ont atterri dans le parc de Chapultepec, un des espaces verts du centre-ville. Le palais présidentiel est à un peu plus d'1 heure de marche. L'atterrissage s'est déroulé selon le manuel. Formation serrée, perte minimale, équipement intact. En quelques minutes, ils ont établi un périmètre. La ville s'éveille. On pense d'abord à une opération de secours, non à la guerre. Peut-être un séisme ou une attaque terroriste. Les gens vérifient l'info sur leur téléphone. Rien. Toujours pas d'électricité. Un agent de patrouille mexicain s'arrête à la périphérie et contacte son commandant par radio, mais ce dernier ne sait pas quoi faire. Personne ne sait. Les communications étant coupées. Aucun ordre ne vient du commandement central.
À 06h45, la 82e avance vers le complexe présidentiel Los Pinos. Ils s'avancent rapidement, armes prêtes, établissant des points de contrôle. Les civils se dispersent. Maintenant, il est clair que ce n'est pas une opération conjointe, c'est une invasion. Un convoi de l'armée mexicaine, 3 camions transportant 40 soldats, tourne au coin de la rue et se retrouve face à face avec un barrage routier américain. L'officier mexicain descend, main levée, confus. Ce n'est pas une reddition. Il demande en espagnol « Que se passe-t-il ? Qui a autorisé cela ? Soutenez-vous le gouvernement ?» Le lieutenant américain ne parle pas espagnol. Tout ce qu'il voit, c'est l'armée mexicaine qui s'approche. Les règles d'engagement sont claires. Toute non-conformité immédiate est considérée comme hostile. Il ordonne au commandant mexicain de se rendre. Mais celui-ci ne comprend pas. L'anglais, crier sous pression, n'est qu'un bruit. Ces hommes, terrifiés, attendant des consignes. Certains lèvent à moque leurs fusils, non pas pour tirer, mais par instinct, essayant de comprendre s'ils vont être attaqués. 3 secondes de confusion, c'est tout ce qu'il faut. Puis un M4 américain claque. Un soldat mexicain tombe, et c'est l'enfer qui se déchaîne. 45 secondes plus tard, 12 soldats mexicains sont morts, 2 Américains blessés. Les survivants appellent à des renforts. La fusillade, due à la confusion et non à une doctrine de combat, est publiée sur X en quelques minutes par un utilisateur mexicain disposant de Starlink. Encore une ironie. Les Américains massacrent l'armée mexicaine à Mexico, et le choc gagne Bogota. Des soldats colombiens surveillant les parachutistes de la 82e division aéroportée descendant à travers les nuages matinaux, près du ministère de la Défense. Ils appellent le quartier général à la radio, alors que les parachutistes américains tombent du ciel. Eux aussi attendent des ordres. Le quartier général ne répond pas. À 06h45, la Delta Force a pénétré chez le ministre de la Défense. L'officier supérieur décide d'établir un périmètre défensif autour du ministère, et d'ouvrir le feu uniquement en cas d'attaque. Les parachutistes américains, qui approchent du ministère, voient l'envoi des soldats colombiens prendre des positions défensives, armes prêtes. Le commandant américain utilise un haut-parleur pour leur demander en espagnol de déposer leurs armes. Le bâtiment est sous contrôle militaire américain. Un sergent colombien conteste son autorité pendant 5 minutes. Situation bloquée. Les forces américaines encerclent toujours le bâtiment, tandis que les forces colombiennes à l'intérieur restent retranchées sans attaquer. Si ce moment avait duré, peut-être que quelqu'un aurait pu négocier quelque chose. Ensuite, le canonnière AC-130 qui assurait la surveillance aperçoit des renforts colombiens. 2 camions, 40 soldats approchant par l'est. Le pilote demande l'autorisation d'ouvrir le feu. Autorisation accordée. Les camions explosent et une boule de feu traverse tout le centre-ville de Bogota. 40 soldats colombiens sont morts, avant même de savoir qu'ils étaient des cibles. Au ministère, les Colombiens entendent l'explosion et voient leur renfort mourir sur les caméras. La décision s'impose à eux. La fusillade dure 30 minutes. Les Américains prennent que le ministère, les 14 parachutistes meurent et le bâtiment est détruit. À 7h, dans la célèbre favela Paraisópolis à São Paulo, des rumeurs circulent sur une invasion américaine en Amérique latine. Mais envahi reste inexact. Envahi depuis où ? Que se passe-t-il ? Les Brésiliens n'ont pas besoin de l'armée pour résister. Les membres locaux du Primeiro Commando, la capitale principale gang de drogue d'Amérique latine, reçoivent des messages de leurs dirigeants. Les Américains sont en ville et frappent des cibles militaires, sans savoir si cela influera sur leur profit. Cela va-t-il les aider ? Ou s'agit-il d'une sorte d'opération gouvernementale, peut-être visant spécifiquement les cartels ? La compagnie Charlie de la 82e division aéroportée avance sur la colline de la favela. Les habitants observent, inquiets, depuis leurs fenêtres, se demandant où est la police brésilienne et partageant les mêmes interrogations. Des jeunes hommes du Primeiro Commando de la capitale débattent. Bolsonaro les a-t-il trahis pour les Américains ? L'un d'eux, 19 ans, veut en avoir le cœur net. Il s'avance vers la ligne américaine, main visible, et demande en portugais pourquoi ils sont là. Un soldat américain, visiblement sous adrénaline, lui ordonne de se coucher. Le jeune homme ne comprend pas l'anglais. Il continue d'avancer, posant toujours ses questions à voix haute. Puis le soldat tire en plein centre de la poitrine. Le jeune homme s'effondre. Ses amis observent de la fenêtre, à une dizaine de mètres, comment un Américain tue leur ami pour avoir posé une question. Ils prennent toutes les armes qu'ils trouvent, автомат Kalachnikov Uzi, armes rayées, 15 fusils à pompe, et tirent. Les Américains sont prêts. L'affrontement éclate en secondes. D'autres du Primeiro Commando de la capitale rejoignent la fusillade. Les habitants piégés crient. Les enfants pleurent. Un roquette anti-char est tiré depuis un toit, manque sa cible et explose contre un mur, blessant des soldats par des éclats. Charlie demande un appui aérien. Un F-22 arrive rapidement et engage les cibles. Sauf dans une favela,
Il n'existe pas de cible militaire qui ne soit pas aussi la maison de quelqu'un. Chaque rafale de son canon Gatling de 20 mm déclenche une colère existentielle qui ne retournera pas facilement dans sa boîte. Au retrait de la compagnie Charlie, 7 soldats américains sont blessés et 3 morts. Les pertes dans la favela s'élèvent à 43 morts, dont 16 civils résidents, qui se trouvaient simplement dans les bâtiments touchés. À Acapulco, les cartels comprennent aussi que la chasse aux soldats américains est ouverte. Lorsque la première division de Marines a débarqué, ils observaient avec des jumelles depuis des villas sur les collines. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération contrôle l'est d'Acapulco et affronte l'armée ainsi que la police mexicaine depuis des années. Ils pensaient là que les forces américaines soutenaient le gouvernement mexicain, avec plus de pression sur les cartels et peut-être des opérations de la Drug Enforcement Administration. Ensuite, les renseignements circulent à travers les réseaux du cartel. Les Américains frappent partout. Il n'y a plus de gouvernement mexicain à soutenir. Le commandant régional du cartel de Jalisco Nueva Génération raisonne. Si les Américains attaquent la souveraineté mexicaine et que les forces mexicaines les affrontent, alors l'ennemi de mon ennemi est... Eh bien, c'est toujours compliqué. Mais, plus important encore, avec les forces gouvernementales distraites ou détruites, avec les forces américaines dispersées sur tout le continent, avec le chaos partout. C'est la plus grande opportunité des cartels. Ils ordonnent d'attaquer. Le premier convoi de Marines quittant la plage est pris en embuscade à l'intérieur des terres. Des engins explosifs improvisés, fabriqués à la hâte à partir d'engrais explosifs, neutralisent le véhicule blindé léger, 25 de tête. Des tirs d'armes automatiques éclatent aussitôt depuis les étages des bâtiments voisins. Un roquette anti-char touche le véhicule arrière et bloque le convoi. Les Marines ripostent avec une force écrasante, mitrailleuses, M2-140 lance-grenades automatiques, Mark 19, tout l'arsenal. Les bâtiments d'où venaient les tirs s'effondrent, sous l'assaut. Les combattants du cartel disparaissent. Voilà la tactique. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire saigner des Américains, puis disparaître. 4 Marines tués, 11 blessés. Le convoi repart difficilement vers la plage. Les cartels récupèrent l'équipement d'un marine mort. Son corps est jeté sur une autoroute sous une narcomanta où il est écrit « Voilà ce qui arrive aux envahisseurs cartel de Jalisco Nueva Génération ». Le message se répand sur les réseaux du cartel en moins d'1 heure. Les Américains sont des cibles légitimes. Tuez-les. Plus de loi ni de gouvernement, seul subsiste territoire et pouvoir. Lorsque les Marines américains interviennent pour sécuriser le quartier industriel de Monterrey, ils tombent sur quelque chose qui ne devrait pas exister. Des soldats mexicains et des hommes de main du cartel combattent ensemble. Un convoi avance sur une avenue principale. À gauche, des sicarios du cartel tirent depuis un entrepôt. À droite, des soldats mexicains ripostent derrière des barrières en béton. Ils ne se coordonnent pas, mais cela importe peu. Le résultat est le même. Les Marines sont pris entre deux feux. Le canon automatique de 25 ennemis d'un V-25 de Los Angeles vise l'armée mexicaine, faisant tomber des soldats. Les sicarios profitent de la distraction pour tirer des roquettes anti-chars. L'un d'eux frappe un mine résistant ambush protected, tuant 2 Marines. Des hélicoptères Apache arrivent et attaquent toutes les cibles, y compris les positions du cartel, les véhicules militaires mexicains et toute personne armée. Le quartier industriel est transformé en zone de tir. Des vidéos virales montrent des soldats mexicains tués par des obus de 25 mm. Des communications cryptées au Mexique et en Amérique centrale révèlent une nouveauté. Les chefs de cartels rivaux entament des discussions. Les cartels de Sinaloa, cartels de Jalisco Nueva Génération Zetas, du Golfe, des Chevaliers et des Templiers s'entretuent depuis des décennies. En ce moment, les Américains les tuent sans distinction. Les règles de la Drug Enforcement Administration ne s'appliquent plus. C'est une guerre de survie. À 14h, une trêve est déclarée. Ce n'est pas la paix, juste une alliance temporaire contre une menace commune. La force totale, stupéfiante, regroupe des centaines de milliers de membres de cartels au Mexique et en Amérique centrale. Un financement illimité provenant des revenus de la drogue, des stocks d'armes comprenant des mitrailleuses de calibre 50, des lance-roquettes et même du matériel militaire capturé. Plus important encore, ils connaissent le terrain et la population. Ils mènent une insurrection contre leur propre gouvernement depuis des années. L'armée américaine a créé la force insurgée la plus dangereuse de l'histoire de l'hémisphère occidental, et cela en 6 heures, seulement. En début d'après-midi, les choses commencent déjà à devenir incontrôlables. À Caracas, un FA-18 Super Hornet cible une batterie S-300 près de la ville. Les renseignements confirment qu'il s'agit de l'armée vénézuélienne. Le pilote reçoit l'autorisation d'ouvrir le feu. 2 missiles air-to-ground, missiles, 88 high-speed anti-radiation missiles filent vers la cible, touché direct. La batterie explose dans une boule de feu. 3 heures après, Moscou annonce que 4 conseillers militaires russes
ont été tués dans la frappe. Ils formaient des opérateurs vénézuéliens au S-300. Le communiqué du Kremlin est glacial. Il dit que la Russie agira pour protéger ses citoyens et intérêts. Personne ne sait ce que cela implique. Tout à coup, chacun se demande quand cette invasion non provoquée deviendra la troisième guerre mondiale, au lieu d'un simple conflit régional. Encore plus problématique, au port de Chamkai, un port en eau profonde financé par la Chine à hauteur de 36 milliards de dollars près de Lima, au Pérou, les marines américains interviennent pour sécuriser le site, s'attendant à une résistance minimale. Peut-être quelques gardes péruviens, peut-être quelques entrepreneurs civils. Ils découvrent 200 agents de sécurité chinois équipés de matériel tactique et d'armes modernes pour défendre les intérêts chinois. Les marines savent qu'ils ne peuvent laisser une force hostile derrière eux après l'affrontement. Mais attaquer des ressortissants chinois pourrait faire dégénérer la situation au-delà de tout contrôle. Pendant les négociations, les forces militaires péruviennes soutenues par la résistance locale attaquent, sans intervention chinoise. Ils défendent leur périmètre, observent et enregistrent tout. En quelques heures, ces renseignements seront distribués à tous les groupes de résistance du continent. 24 heures plus tard, le bilan officiel américain fait état de 127 morts et 341 blessés. Pertes militaires. Latino-américaines, entre 3000 et 5000 morts, pertes estimées du cartel. Pertes civiles importantes, chiffres inconnus, des centaines, voire des milliers. On ne compte pas encore les corps dans les ruines. Mais la situation stratégique est plus grave que les chiffres ne le montrent. Chaque mort civile crée plus d'insurgés, chaque soldat mexicain tué devient un martyr. Chaque vidéo montrant les forces américaines détruisant des maisons est partagée des millions de fois. Le Southcom américain organise une vidéoconférence d'urgence. Chaque objectif majeur est techniquement atteint, les capitales sont occupées, la supériorité aérienne est maintenue, la direction est décapitée. Tous les commandants au sol disent la même chose, la véritable insurrection n'a pas encore commencé. Le deuxième jour voit des opérations étendues. Les Marines progressent depuis les têtes de pont, sécurisant les infrastructures pétrolières au Venezuela et les mines de cuivre au Chili, pour la plupart déjà détruites par les ouvriers en fuite. La 101e division aéroportée est déployée dans des villes secondaires, en Colombie et au Pérou, tandis que des raids des forces spéciales éliminent les derniers chefs militaires. Des frappes de drones visent des complexes de cartels au Mexique, tuant des centaines et poussant des milliers à rejoindre l'insurrection. En 48 heures, les forces américaines contrôlent 17 capitales et 40 grandes villes. Ils n'ont même pas eu besoin d'une forte présence blindée ou mécanisée pour réussir. Tous les objectifs militaires ont été atteints. La supériorité aérienne est totale. Les gouvernements régionaux détruits. Si vous avez lu entre les lignes, le message est clair. L'essentiel, c'est ce qui va suivre. 3 millions de réfugiés franchissent pour les frontières dès la première semaine. Les îles des Caraïbes s'effondrent sous le poids. Chaque jour, 10 000 personnes franchissent la frontière nord du Mexique, submergeant rapidement la patrouille frontalière. Le choléra apparaît dans les camps de réfugiés dès le 5e jour. São Paulo manque de nourriture dès le 4e jour. Le système de traitement de l'eau de Mexico échoue, laissant 22 millions de personnes boire de l'eau contaminée. Les décès dus à la maladie et à la famine dépasseront vite les pertes au combat. L'insurrection se renforce. Attaques d'engins explosifs improvisés, tirs de snipers et embuscades sur chaque convoi de ravitaillement. Les invasions non provoquées ne transforment pas efficacement les ennemis en amis. Les pertes américaines atteignent 40 à 60 par semaine. Chaque patrouille est potentiellement mortelle. Chaque base fonctionne en état de siège. Les cartels unifiés, équipés d'armes chinoises et formés par les services de renseignement cubains, dominent de larges zones rurales. Véritables opérateurs de l'ombre. Ils assurent de nourriture et sécurité, là où les forces américaines sont absentes, tout en étant ciblés impunément. Mais, tel un hydre à plusieurs têtes, leur direction ne semble jamais mourir. Pour rétablir l'ordre et contrôler l'Amérique latine, les États-Unis instaurent 6 mois de service militaire obligatoire, malgré de grandes manifestations. L'économie chute, 15% de chômage, 25% d'inflation. L'essence à 12 $, le gallon, les stations éoliennes ont du stock. La Chine devient la puissance mondiale dominante par défaut. La Russie et l'Iran sont enhardis. L'OTAN est presque morte au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Les anciens alliés de l'Europe se sont détournés, négociant leur propre sécurité avec Pékin. Dès la première année, 8000 soldats américains meurent et l'Amazonie brûle. Des incendies incontrôlés ravagent une zone grande comme le Texas. Les marées noires ont créé des zones mortes dans l'océan du Venezuela au Brésil. Le jour, les forces américaines contrôlent les centres-villes. La nuit, les insurgés dominent le reste. Pas de stratégie de sortie car aucune condition de victoire. Les historiens militaires pensent qu'il faudra au moins 30 à 50 ans
pour pacifier l'Amérique latine, si cela est possible. Le coût prévu est de plus de 15 000 milliards de dollars. Les pertes américaines dépasseront largement celles de toutes les guerres depuis la Seconde Guerre mondiale réunie. La superpuissance capable de tout détruire a découvert qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. Les États-Unis pourraient contrôler l'Amérique latine en 48 heures, mais dominer une superpuissance serait bien différent. Regardez, que se passerait-il si les États-Unis envahissaient la Russie jour après jour? Pour voir comment cette guerre se déroulerait. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.